Regardez 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Salut à vous, bienvenue dans 100% Jeunesse, je suis extrêmement ravi de vous retrouver. Voici tout de suite le sommaire que nous allons partager pendant ces 26 prochaines minutes. On parlera du sexisme, et oui, toujours bien présent en France. Les jeunes générations sont les plus touchées. État des lieux dès le début de cette émission. Vous en avez déjà entendu parler de ChatGPT, une intelligence artificielle qui rédige pour vous des textes à la demande grâce justement à son avancée technologique. Il fait d'ailleurs son entrée dans les universités françaises. Bonne ou mauvais outil, on vous le donnera les explications. Dans notre esprit d'artiste, on reçoit Guillaume Japin, le producteur des Suicidés, un mini-métrage qui concourt pour le festival Nikon. Il espère bien sûr obtenir son ticket d'entrée pour le festival de Cannes. Et puis on reçoit le plus bel homme de France, il s'appelle Lucas, il vient de Moselle. On connaîtra toute sa personnalité dès la fin de l'émission. Allons-y. Salut à mes invités, comment ça va Lucas ? Le plus bel homme de France, on est très ravis en tout cas de t'accueillir. Et la Moselle est fière de te compter par Minou. Servan, comment ça va ? Eh bien bonjour à tout le monde. Le collectif La Grenade justement pour nous parler du sexisme qui ne recule pas en France. Et puis Guillaume des Suicidés, un mini-métrage qui on espère sera diffusé prochainement au Festival de Cannes. Mais avant de développer tous ces titres, je vous propose qu'on regarde les 3 grands titres de l'actualité qui ont retenu notre attention. C'est dans l'actu pressée. Allons-y. Ils étaient 150 000 jeunes dans la rue la semaine passée. Demain, ils y retournent. La jeune génération manifeste contre le projet de loi de la réforme des retraites et revendique une allocation d'autonomie sur la réforme des bourses. Les syndicats étudiants jugent justement cette réforme des retraites comme un frein à l'insertion professionnelle et annoncent que les étudiants seront contraints à travailler jusqu'à 67 ans. Nouvelle journée de mobilisation, vous l'aurez donc compris, le 7 et 11 février prochain. Les jeunes, bientôt associés à la préparation des politiques publiques relatives à la transition écologique. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, la Première ministre, lors d'une réunion à Matignon consacrée à la jeunesse et à l'écologie, sans préciser les contours justement que prendrait cette collaboration. L'exécutif qui cherche à tout prix à ne pas se couper de la jeunesse sur les thèmes écologiques. Et puis, il ne recule pas. Le sexisme perdure et la jeune génération sont les plus touchés. Le Conseil du haut à l'égalité, justement, est alarmant. D'après le rapport, seul un tiers des 15-24 ans et des 25-34 ans considèrent comme problématique qu'une femme cuisine tous les jours par toutes les familles. 23% des hommes de 24 à 34 ans considèrent justement qu'il faut être parfois violent pour se faire respecter. Voilà un sujet à ne pas prendre à la légère. D'ailleurs, on en parle tout de suite avec mes invités autour de la table dans l'Actu Pure. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité le dit explicitement, la société française demeure très sexiste. Servan, est-ce que vous partagez justement cet avis du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ? Bonjour, oui, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Très sexiste, oui, le sexisme, il est partout, au travail, à la maison, dans la rue, à l'école, même à la crèche, à la fac, il est où qu'on soit, il est omniprésent. Il y a aussi un système un sexisme qui est systémique, un sexisme d'État. De toute façon, on est dans une société patriarcale, cis, hétéro-patriarcale, ultra sexiste. Et les chiffres, ils sont alarmants, mais ceci dit, ils ne sont pas étonnants. Ils étaient archi prévisibles, ces chiffres-là. Et il y en a même certains que j'ai vu passer, je ne les ai pas tous en tête, mais ils sont énormes. Les taux sont énormes, mais en même temps, on sait, avec plusieurs camarades, on s'est regardé, on sait même qu'en réalité, le vrai chiffre serait plus important. Guillaume, Lucas, est-ce que vous avez déjà vécu, vous, des formes de sexisme ? En tout cas, est-ce que vous avez déjà été témoin de scènes sexistes ? Guillaume ? Oui, bien sûr, dans le milieu de la nuit notamment.
c'est des situations qu'on croise beaucoup et qui malheureusement sont légion à ce niveau-là. Donc bon, c'est pas terrible. Lucas? Pareil que Guillaume, je pense que j'ai 22 ans. Le monde de la nuit, on connaît parfaitement et il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Après, dans la vie de tous les jours, dans les foyers, je pense que c'est un équilibre à trouver. Tant que le respect est là, pour moi, c'est le respect mutuel qui va primer, quoi. Il faut qu'on soit concret, justement, pour nos téléspectateurs, Servan. On parle de sexisme. Qu'est-ce que c'est concrètement le sexisme? Est-ce que c'est des insultes? C'est du harcèlement? Vous avez justement été témoin de sexisme. Comment que ça se traduit, justement? J'en suis témoin tous les jours, comme tout un chacun. Et étant une femme, comme toutes les femmes ou personnes perçues comme telles, j'en suis victime. Donc, et tous les jours, à des degrés bien sûr divers et variés. C'est quoi comme sexisme? Le sexisme, c'est extrêmement large. Ça va du sexisme qu'on appelle le sexisme ordinaire à c'est une fille, elle va pas savoir faire ça, au harcèlement de rue. Même dans le harcèlement de rue, il y a beaucoup de choses. Ça va de l'insulte à je vous suis, à la drague lourde, non consentie, etc. Aux violences conjugales, au fait d'être moins payé à travail égal, au fait même dans la légitimité qu'on a par exemple dans certaines activités, etc. On va donner ces chiffres. Le sexisme est largement justement minimisé par la gente masculine. Des chiffres, 16% des hommes interrogés justement estiment qu'une femme victime d'une agression sexuelle est en partie responsable de celle-ci. Dans la tranche d'âge des 25-34 ans, ils sont 23% à penser qu'il faut parfois être violent avec une femme pour se faire respecter. Pourquoi, selon vous, finalement, le sexisme ne recule pas en France? Pourtant, il y a des lois, pourtant les paroles, on va dire, commencent à parler. On a vu justement tous les mouvements, notamment avec MeToo. Pourquoi en France, on a encore le Haut Conseil à l'égalité qui nous alarme sur des chiffres qui sont assez alarmants pour le coup? Ça recule pas. Pourquoi? On lutte avec notamment d'autres collectifs avec tant d'autres pour faire reculer ça, mais c'est un travail de longue haleine. Il y a des choses à mettre en place de manière urgente, mais il y a aussi l'éducation. Et puis il faut changer tout. L'éducation, il faudrait qu'elle soit non-genrée, il faudrait changer la... On revient sur le patriarcat finalement. Pardon ? On revient sur le patriarcat. Oui, tout à fait. Il y a aussi la manière d'élever les enfants, puis ce que la société renvoie. Tout ça, il faut tout changer. Mais là, on est loin. Et puis alors, quand on voit aussi que... dans la lutte pour les violences faites aux femmes, il n'y a rien qui est fait, on fait semblant et on voit ce qui est mis en œuvre. Ça appuie encore le fait que, on s'en fout un peu de ce que peuvent subir les personnes qui sont victimes de sexisme. C'est clair. Pourtant, les paroles se libèrent un petit peu. On le voit justement avec l'affaire qui concerne Denis Brognard. On a peut-être quand même un peu des avancées dans le sexisme en France. Non, l'avancée, on va parler de MeToo, etc. Certes, la parole, elle s'est libérée un petit peu. Elle s'est libérée. Ça, c'est un fait, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a le backlash. Dans certains milieux professionnels, même dans le cinéma, parce qu'on parle de MeToo, ça a commencé là. Quand les personnes dénoncent, après, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on voit à chaque fois quand il y a une affaire médiatisée d'accusation de viol? C'est des menteuses, forcément. Il n'avait pas besoin de ça, il n'avait pas besoin de violer pour avoir, etc. On est toujours... Elle n'était pas assez bien, elle était comme ci, elle était comme ça. La femme, elle est de toute façon en plus toujours objectifiée, sexualisée, etc. Donc, c'est toujours... Tout a changé. Le système entier a changé. Guillaume. Et la manière aussi dont sont reçues, par exemple, les victimes, on le voit dans les commissariats, on se rend bien compte qu'il y a un sexisme mais affolant. C'est le système est sexiste. Merci beaucoup, Servan, pour tous ces éléments de réponse. Il faut continuer justement à parler du sexisme pour espérer qu'il finalement perde du terrain. On va faire une transition, sans aucune transition. On va parler à présent du chat GPT. Est-ce qu'en plateau, vous savez ce que c'est le chat GPT? Pas du tout. Bon, en tout cas, on va tout vous expliquer. Il s'agit finalement d'une intelligence artificielle qui s'appuie sur la technologie du langage. C'est un outil justement à la faculté de rédiger justement du texte à la demande grâce à son avancée technologique. Vous le voyez justement à l'antenne. On vous lui a posé une question et il vous fait finalement un petit peu une dissertation. Justement, est-ce qu'une dissertation avec le chat GPT peut vous assurer une bonne note? On va tout de suite poser la question à Jean-Paul Hatton. Vous êtes professeur émérite à l'université de Lorraine. Merci d'être avec nous. Vous
êtes en visioconférence. Alors finalement, est-ce que cette intelligence artificielle est-elle vraiment fiable pour justement l'utiliser pour réaliser ses dissertations? Jean-Paul Hatton. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous, bien qu'étant à Nancy, donc c'est un peu plus loin de Metz. Est-ce qu'on peut, sans perturber votre émission, revenir un peu en arrière? Quelques secondes. Le sexisme, Jean-Paul Hatton, c'est ça, une réaction sur le sexisme et à notre précédent sujet? C'est ça. Allez-y. Vous avez la discussion était très intéressante. Je ne voudrais surtout pas revenir là-dessus, mais je veux dire quand même 2 points. Le premier, c'est qu'en tant qu'universitaire, je dirais que les filles sont payées exactement au centime près comme les garçons, donc il n'y a pas de problème de salaire. Et en 40 ans de métier, oui, je suis désolé, j'ai pris ma retraite à 65 ans. C'est ma vie actuellement de dire ça, mais c'est le cas. J'ai dépassé 60. Et en 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu, en faculté des sciences, je n'ai jamais vu que le sexe ait été un critère de recrutement. Maintenant, on va parler de ChatGPT. Merci beaucoup Jean-Paul Hatton d'avoir donné ce témoignage. Justement, on vient de l'entendre. Alors, refermons cette parenthèse sur le sexisme. Ouvrons celle avec le ChatGPT. Est-ce que cette intelligence artificielle est-elle fiable au point, justement, de pouvoir lui confier nos dissertations? Non, certainement pas pour obtenir la valeur d'une dissertation d'un bon élève. Mais d'un élève très moyen, oui, pourquoi pas. Cela étant, il faut revenir un peu en arrière. Hein. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT? C'est un système qui a été conçu sur un système qui existait, sur un ensemble de systèmes qui existaient déjà, notamment un qui s'appelait GPT-3, qui était un système de reconnaissance de la langue naturelle et de production de la langue naturelle. Il faut bien comprendre, c'est que ces systèmes, quels qu'ils soient, ChatGPT et les autres, ne comprennent absolument rien. Ils n'ont aucune activité de compréhension de ce qu'ils produisent. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Mais ça ne leur empêche pas de produire des belles choses. Mais quand vous utilisez ces systèmes, quand vous regardez ce qu'ils font, il ne faut jamais perdre de vue le fait qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent rien. C'est de la reconnaissance. Et Jean-Paul Hatton, on va justement poser la question, je crois, à Guillaume, parce que Guillaume a, lui, utilisé justement le ChatGPT. Il l'a testé comme beaucoup justement de personnes. Toi, Guillaume, tu l'as testé, c'est ça, le ChatGPT? Oui, je l'avais utilisé pour voir un peu comment ça marchait. Est-ce que tu confirmes les propos de Jean-Paul Hatton sur le fait que le ChatGPT n'y comprend rien? Je lui ai demandé de rédiger la première partie de mon mémoire et c'était une catastrophe. une raison de plus, finalement, Jean-Paul Hatton, de ne pas confier. Non, mais Guillaume, ça ne m'étonne pas, mais ce qui m'embête, c'est que tu dis que ce n'est pas une catastrophe. C'était vraiment très mauvais. Que tu me dises que c'était médiocre, je comprends. Oui. Très mauvais, j'ai du mal à croire quand même. Parce que moi, pourtant, je l'ai testé, le ChatGPT. J'ai quand même l'impression qu'il vous donne des informations assez véridiques, assez vraies quand même. Oui, mais... oui. Allez-y. Allez-y, Jean-Paul Hatton. Oui, mais bien sûr, il donne des informations. Il faut savoir qu'il a fait un apprentissage compliqué qui a duré des semaines et des semaines avec une base de données qui est énorme. Vous utilisez tous Wikipédia. Vous savez ce que c'est que Wikipédia? La base d'apprentissage de ChatGPT, enfin de GPT-3, c'est presque 100 fois plus que Wikipédia. Donc c'est énorme. Cela étant, il faut bien comprendre aussi que ChatGPT n'a pas accès à Internet directement. Ce qui fait que si vous lui parlez de personnes qui vous lui parlez du plus bel homme de France qui a été désigné, je ne sais pas quand, mais il n'y a pas longtemps, si je comprends bien, eh bien, il ne saura pas dire, parce qu'il n'a pas cette information. Cette information se termine en 2021 à peu près. Vous dites même que... Ce qui s'est passé après 2021, il ne connaît pas. Vous dites même que le ChatGPT, justement, c'est un outil prometteur et qu'il n'y a pas simplement que du négatif dans son utilisation. Bien sûr que non. Ça peut être un outil d'aide à la rédaction, d'aide de même que Wikipédia est un outil, de même que la calculette est un outil. N'oubliez pas qu'il y a des années, un certain nombre d'années, la calculette était interdite parce que dans les examens ou dans les concours. Donc il faut voir comment les choses évoluent.
Alors, selon nos informations, Jean-Paul Laton, il n'y a pas eu pour l'instant, de copie réalisée par le ChatGPT. En tout cas, il n'y en a pas eu à connaissance de l'Université de Lorraine. Mais comment, finalement, les professeurs doivent s'en prévenir de cette utilisation des ChatGPT? On a eu des cas à Lyon. En Amérique, justement, des tests ont été faits avec des ChatGPT pour passer des diplômes de médecine qui ont été réussis. Comment les professeurs doivent s'en prévenir? Vous faites bien de me poser la question, ça m'intéresse, puisque je suis actuellement référent intégrité scientifique de l'Université de Lorraine. C'est-à-dire que tous les problèmes de plagiat ou de vol de données qui ont lieu dans les quelques 8000 enseignants et doctorants de l'université passent par moi. Donc, je suis tout à fait conscient de ce genre de choses, c'est très important. Mais peut-être qu'on pourrait... interdire ce genre de logiciel dans les concours, c'est possible pour l'instant, parce que peut-être que les méthodes d'évaluation ne sont pas bonnes, devront évoluer. Mais d'un autre côté, il existe maintenant, et il existera de plus en plus, des outils qui permettent de se rendre compte que le document que vous produisez a été fait par ChatGPT. Merci. Il y a un truc qui s'appelle GPT-0, Chat-0, un truc comme ça, qui permet de savoir que le document que l'étudiant donne a été fait. Et aussi, on parle maintenant de filigrane numérique. Vous pouvez filigraner une image. Vous pouvez aussi maintenant filigraner un texte de façon à ce qu'on se rende compte que votre texte, en fait, était produit par une machine et pas par vous. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci beaucoup, Jean-Paul Laton, pour tous ces éléments de réponse. On l'a donc compris, vous le certifiez justement que le ChatGPT, c'est un outil d'éducation prometteur et qu'il existe des outils justement pour s'en méfier parce que forcément, le ChatGPT ne fait pas beaucoup de fautes d'erreurs, pas beaucoup de fautes d'orthographe, pas beaucoup de fautes de français. Voilà un outil justement pour les enseignants, peut-être dans l'espoir d'espérer de déceler justement des copies ChatGPT. Merci beaucoup, Jean-Paul Laton, d'avoir été en distanciel avec nous. Justement, soucieuse de la vie étudiante, l'Université de Lorraine lance une grande enquête justement pour permettre de dresser un état des lieux. Objectif, améliorer la vie quotidienne des étudiants, aussi bien sur l'aspect du logement, de la santé, des discriminations, du sport ou encore sur l'aspect culturel. C'est l'occasion pour vous, étudiants, justement d'exprimer pleinement vos envies sur votre vie quotidienne. Et on sait à quel point justement la vie d'études constitue un facteur de réussite universitaire. Pour participer à cette enquête, vous pouvez vous rendre sur univ-lorraine.fr. Vous avez jusqu'au 5 mars. On enchaîne avec notre esprit d'artiste. Allons-y. C'est un mini-métrage qui fait écho dans l'actualité, la détresse de la jeunesse. En général, c'est sur ce sujet que veut alerter justement les suicidés, Guillaume. Oui, c'est ça, exactement. Alerter sur l'après-Covid qui a fortement concerné les jeunes. Oui, c'est du coup un film qui est né en fait de ce contexte post-Covid de détresse étudiante et de grandes détresse psychologique de la jeunesse. Détresse psychologique, aussi opposition vis-à-vis d'un gouvernement qui ne faisait rien en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rire quand tu présentais le sondage sur la vie étudiante, alors que bon, nous, quand on allait les voir et qu'on leur a présenté le projet, ils ont été ah ouais, on vous rappelle hein ils nous ont jamais rappelé. Donc c'est un projet qui a été très très dur à porter parce que justement c'est des sujets qui n'intéressent pas les gens en fait. On a remarqué ça. Et finalement le suicide il est omniprésent. On pense justement au petit jeune Lucas dans les Vosges qui s'est suicidé. Malheureusement j'ai envie de dire, enfin ça va être horrible ce que je vais dire, mais le timing était bon en fait. Le film est sorti aujourd'hui, donc sur les plateformes, sur le Nikon Film Festival. D'ailleurs allez voter, c'est très important d'aller voter pour le film. Et on parlait du sexisme du coup du jeune Lucas qui s'est suicidé à cause de propos homophobes. C'est un film en fait qui veut taper dans tous ces problèmes en fait à laquelle la jeunesse font face, déjà de harcèlement du coup, que ce soit sexiste, homophobe, raciste. Ça va ensemble en plus souvent. Voilà, c'est ça. Et aussi, non seulement ça, mais aussi la pression sociale qui est donnée du coup par les parents, par même des petites remarques qui peuvent être simples. Par exemple,
passes ton permis, c'est quand que tu trouves une copine, c'est quand que tu trouves un copain, c'est quand que tu pars d'ici en fait. Alors que psychologiquement, surtout du coup dans un contexte post-Covid où le renfermement et la vie sociale en fait était à son plus bas, bah c'est pas possible en fait de demander ça quoi. Un mini-métrage qui dure 2 minutes 20 et on va suivre Zoé et Oscar. On voit justement Zoé à l'antenne, cette danseuse dans un théâtre à l'italienne. Zoé est danseuse étoile et finalement l'histoire c'est est-ce que Zoé va pouvoir sauver Oscar d'un suicide, Oscar qui est justement son copain. Ouais, exactement. Malheureusement on n'a pas eu le temps on peut pas développer en 2 minutes 20 tout ce qu'on voulait raconter dans le film bien sûr, mais c'est cette détresse commune dans laquelle ils sont, mais où Zoé est présentée comme une danseuse qui malgré la douleur, parce qu'elle ne sait pas où est son copain, elle ne sait pas ce qu'il fait à ce moment-là, et Oscar lui qui décide de passer à l'acte, qui montre que lui, il ne peut plus en fait faire face à ce monde. Lui, il est seul, elle est face à des gens. Lui ne peut... Oui. Justement, Zoé qui n'arrive pas à faire face à Oscar, c'est ça? Non, c'est plus Oscar qui n'arrive pas à faire face à Zoé, parce que du coup, comme il n'est pas présent... Oscar devait être... Je vais pas raconter tout le film, parce que sinon ça serait bête. Mais du coup, Zoé est en représentation, comme on l'a pu le voir sur les différentes images, et Oscar n'est pas là. Lui, il ne peut pas faire face à Zoé, alors qu'elle... Elle s'efforce de faire face aux autres. Et c'est là où, en gros, c'est là où on voulait mettre en avant, nous, le poids le poids que les jeunes gens ont. Ce regard, en fait, de cette société. Oscar, lui, ne peut plus supporter ce regard, donc du coup, c'est pour ça qu'il décide de passer à l'acte. 2 minutes 20 et 17 000 € justement nécessaires pour ce mini-métrage. Et ça a été compliqué finalement de le produire, 17 000 € parce que vous avez justement fait appel à des cascadeurs professionnels qui ont justement joué dans Astérix et Obélix, sorti la semaine dernière, et puis également dans le film Lupin. Oui, exceptionnel comme film pour 2 minutes 20, 17 000 €. En plus, on a une équipe, les 2 acteurs principaux, donc Jules Porrier était révélation masculine au César 2020. Et Fia Ratledge, qui joue Zoé, du coup, est danseuse au ballet du Bolchoï à Moscou. Merci beaucoup, Guillaume. On a hâte finalement d'aller voir le mini-métrage justement sur les réseaux et on va participer et on va aller justement voter sur le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran. Un petit rajout finalement pour vous inciter et nous inciter à aller voter. Ouais, exactement. Et du coup, le film sera projeté le 8 février à l'Agora, mercredi 8 février à l'Agora. Et il y aura du coup le réalisateur et un intervenant de l'association Je suis là, qui est sponsor du film et qui est une association en fait justement de prévention contre le suicide. Donc s'il y a des questions à poser vis-à-vis de ça, si vous avez des proches qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à venir, on peut essayer de vous répondre du mieux possible. Bon, le rendez-vous est noté. Rendez-vous le 8 février, soit mercredi, à l'Agora de Mas pour justement découvrir le mini-métrage Les Suicidés. Et on peut justement aller voter pour peut-être obtenir à ce film, un ticket pour les festivals de Cannes. Rendez-vous sur le lien qui s'affiche en bas de cet écran. Place à présent à notre Zoom. Beaucoup aimeraient son titre, beaucoup sont justement jaloux de son corps, mais c'est bien lui, le plus bel homme de France. Il s'appelle Lucas, il vient de Moselle. Lucas, toi tu as remporté ce titre le 14 janvier dans ton village de Moselle, dont je vais te laisser la parole pour nous le prononcer. Comment a-t-on justement accueilli Mister France ? C'est Mister National déjà. Mister France National. C'est pas la même, il y a 2 comités, il y a Mister National et Mister France. Il y a trop de Mister, il y a trop de Miss et Mister, mais on a bien en présence sur ce plateau Mister France est le plus bel homme de France. Comment on t'a accueilli justement dans ton village de Moselle ? Très fier, honnêtement. On m'a accueilli dans le village comme, oui, forcément, un petit village de 1500 habitants, un petit paysan, comme on pourrait dire, qui va décrocher une écharpe nationale, surtout d'un titre de beauté, quoi. Je trouve ça juste beau et je suis très content de rendre très fier que ce soit mes proches, mon village ou même ma région, la Lorraine, que j'ai représentée. Et on va saluer justement ces gens du village. Comment s'appelle-t-il ce village ? Parce que j'ai peur de faire d'écorcher son prénom. Alors, le village se nomme Walscheid. C'est en Moselle-Est. C'est en Moselle-Est-Sud, oui. Moselle-Est-Sud. Le physique ne fait pas tout finalement dans une élection comme celle-ci.
Ah non, totalement pas. Justement, on a une semaine de préparation où on est vraiment regardé, on regarde si on est soi-même, si on va pas jouer un jeu, si on va plus regarder entre guillemets l'intérieur et l'intérêt que donne la personne justement au monde. Et je pense que c'est plus une image d'ambassadeur que juste un physique qu'on essaie de donner. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé justement à pousser les portes de ce concours? Alors moi, ça fait déjà quelques années maintenant que je fais de la photo. J'ai voulu faire du mannequinat, mais ça n'a toujours pas fonctionné. J'ai fait plusieurs concours de beauté du coup auparavant, mais ça n'a pas toujours... je suis resté un peu sur ma faim du coup dans ce monde-là, et là il y a cette opportunité qui s'est donnée à moi. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette aventure, surtout que c'est plus un rôle d'ambassadeur et pas que de physique. Pourquoi pas, et ça m'a réussi. Alors on parle pas forcément de physique, mais on parle quand même d'élégance. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'élégance masculine? C'est pas forcément un beau visage sur un beau corps, l'élégance, c'est vraiment la façon de parler, la façon de marcher, c'est vraiment ce qu'on va dégager, et je pense que c'est surtout les valeurs qu'on va véhiculer aussi. Quelles sont toi tes valeurs à toi, que tu défends en tant que... Moi, je viens d'un petit village, du coup, donc forcément, c'est la simplicité. J'essaye d'être proche des gens, avenant, ne pas prendre la grosse tête, garder toujours la tête sur les épaules et être vraiment ouvert à toute personne, en fait, à l'écoute. Et je suis juste une personne lambda qui essaie de véhiculer de belles valeurs. Alors, on sait à quel point, justement, l'image de son corps peut être un complexe pour certains. Comment bien, finalement, se sentir dans son corps? Et là, je m'adresse au coach sportif que tu es, Lucas. Je pense qu'il n'y a pas de critères par rapport à ça. Avant d'être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête. Certes, ça peut être lié les deux, mais je pense qu'être bien dans son corps, bien dans sa tête, ça vient pas seulement d'un physique. Moi, je sais que oui, ça m'a servi, j'étais très fin il y a quelques années, c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans le sport. Mais je pense qu'avant tout, c'est un bien-être psychologique avant d'un bien-être physique. Quand on voit ce sourire, cette prestance également en public, on imagine qu'un tel titre, ça permet des opportunités. Toi qui justement voulais te lancer dans le mannequinat, est-ce que c'est pas l'occasion ou jamais ? Je pense que oui, ça peut être un tournant. Forcément, il y a plus de visibilité sur moi. Je pense que l'écharpe ne fait pas tout. Ça va être à moi de démarcher, ça va être à moi de... Mais c'est surtout en fait la visibilité de cette écharpe. J'ai envie de m'en servir, que ce soit pour moi ou pour mettre justement en avant le comité, tous les partenaires et voilà, m'en servir en fait juste à bon escient, quoi. Est-ce qu'après avoir enfilé justement l'écharpe, Lucas, du plus bel homme de France, on a des opportunités? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter surtout pour la suite? D'apprendre l'anglais. Non, là, forcément, en fait, Mister National, ça ouvre aussi des concours internationaux. Donc, actuellement, il y a mon premier dauphin qui est à Mister Global. Du coup, c'est Mister Alsace. J'aurais pu y aller, mais mon anglais n'est pas encore au point. Ça se passe en Thaïlande, du coup, la langue, c'est forcément très important. Mais du coup, moi, à l'heure actuelle, l'objectif, ça va être vraiment octobre, Mister International. Pareil, toujours en Thaïlande. Donc, je suis en train de travailler sur mon anglais et j'espère être prêt à temps pour être prêt à cette échéance. Bon, on te réinvitera alors juste avant de partir en Thaïlande en octobre prochain et on fera une interview 100% English. Ça te dit ? Ça me dit, il n'y a pas de souci. Allez, on te met au pari avant de refermer cette émission, justement, un mot pour te présenter et vous présenter justement Léane Froment. Il s'agit de la Miss Excellence Lorraine, fraîchement élue. Elle vient de Meurthe-et-Moselle et bravo également à notre Mosellane Inès Rosenberger qui enfile l'écharpe de la deuxième dauphine. J'espère que tu iras leur faire justement un petit salut et un petit coucou. Lucas, la finale nationale justement de ce concours aura lieu fin avril. Merci Servan du collectif merci à La vous Grenade. de l'invitation. Merci Guillaume, on vous souhaite bon courage avec l'équipe du film justement pour le Nikon Festival et merci Lucas pour être venu sur ce plateau en tant que plus bel homme de France et merci également à vous pour votre fidélité. Vous connaissez la musique, on se retrouve dans 15 jours le 14 février, on fêtera la Saint-Valentin et la fête des amoureux ensemble. À tout bientôt, ciao ciao, salut. Regardez 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz.